Je vous propose que nous démarrions cette session. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui vous est proposé par Nestlé Health Science. Donc, je suis Sylvie Papin, responsable des affaires médicales sur le périmètre de la nutrition entérale adulte et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette session. Ce webinaire, intitulé Confort et qualité de vie du patient en nutrition entérale à domicile, est animé aujourd'hui par deux oratrices expertes. Donc, tout d'abord, je vous présente le docteur Cécile Bossuet-Stour, endocrinologue, diabétologue, nutritionniste, chef de service en nutrition et de l'unité transversale de nutrition clinique et présidente du CLAN au centre hospitalier Métropole Savoie. Le docteur Bossuet-Stour, délégué régional SFNCM, a notamment élaboré avec le comité éducationnel et de pratique clinique de la SFNCM la fiche pratique intitulée Évaluation de la force musculaire par dynamométrie et a particulièrement travaillé sur la qualité de vie de différentes populations de patients. Madame Anne Schmidt est cadre de santé diététicienne nutritionniste à l'Institut de cancérologie de Lorraine, déléguée régionale SFNCM et vice-présidente de l'Interclan des centres de lutte contre le cancer. Madame Schmidt exerce depuis de nombreuses années dans le domaine de l'oncologie, lui conférant une grande expertise dans le suivi de la nutrition à domicile des patients atteints de cancer. Durant cette session, vos micros et caméras seront coupés et cette session sera également enregistrée. Vous pouvez poser vos questions grâce à votre boîte de dialogue. Les oratrices y répondront à la fin des présentations. Docteur Bossuet-Stour, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers collègues, le laboratoire NHS et Anne Schmidt, je vous salue chaleureusement. Je vous remercie sincèrement pour cette invitation et la chance de nous exprimer sur ce sujet passionnant. Et je remercie également notre public qui a pris le temps du déjeuner pour être avec nous. Pour commencer cette présentation, je vous propose le plan suivant sur lequel nous avons travaillé avec Anne pour aborder le sujet. Dans une première partie, je vous présenterai la qualité de vie dans sa définition, au sens large et au sens plus spécifique de la nutrition. Quels sont les outils d'évaluation et ce que les recommandations de l'ESPEN nous en donnent comme information en 2022. Pour une deuxième partie, Anne, experte dans son champ professionnel, présentera les missions du diététicien dans les soins de support et particulièrement dans le cancer. Et elle vous révélera l'enquête que nous avons choisi de réaliser auprès des prestataires à domicile de notre territoire respectif, la Lorraine et la Savoie, puisque des prestataires sont ceux qui sont aux côtés de nos patients en extra-hospitalier. Et c'est grâce à eux que nous rendrons le résultat de l'enquête. Nous apporterons une conclusion finale en proposant l'outil validé d'évaluation de la qualité de vie et en suggérant des pistes d'amélioration dans l'évaluation du soin. Donc pour cette première partie, je vous définis la qualité de vie, les outils d'évaluation et ce que les recommandations de l'ESPEN publient dans Clinical Nutrition de 2020. La qualité de vie, c'est une préoccupation de la santé depuis au moins une vingtaine d'années. Mais les premières publications dans le domaine de la nutrition apparaissent dès 2005. Il faudra attendre 2014 pour que l'OMS donne une définition consensuelle pour parler de la qualité de vie au sens général et au sens lié à la santé. C'est la perception qu'un individu a de sa place dans l'existence, dans son contexte culturel, dans le système de valeurs dans lequel il vit. Cette notion diffère selon les personnes, les moments de la vie et les cultures. C'est aussi un concept qui va englober les dimensions physiques et psychiques, décrivant la capacité fonctionnelle d'un individu à entreprendre des activités quotidiennes. Dans notre pratique courante, je vous propose qu'une question leur soit posée à nos patients. Arrivez-vous à réaliser au quotidien ce que vous souhaitez? Et de là, vous déroulez un champ d'échange où vous répondrez très souvent à multiples aspects de la qualité de vie des patients. Et on répond donc au troisième item, qui est le sentiment de bien-être, qui va comprendre les aspects physiques, psychologiques, sociaux, spirituels, qui influencent le comportement humain et quotidien. À partir de ces trois concepts, perception ou sentiment, un patient atteint d'une maladie aiguë ou chronique quelle qu'elle soit, et en particulier le cancer, va avoir une modification de sa qualité de vie.
Dans le champ de notre spécialité, la nutrition, et particulièrement dans la dénutrition, accrochée à une maladie aiguë ou une maladie chronique, l'altération du quotidien est forcément présente. La maladie initiale, ce que je vais appeler la maladie princeps, altère la qualité de vie. Et la dénutrition, vous le savez, c'est une maladie associée, une comorbidité, qui va rajouter un champ de plus. La dénutrition diminue les capacités fonctionnelles quotidiennes. Elle diminue du coup le sentiment que le patient a de sa perception physique et psychique. Elle augmente la morbidité au sens large, par exemple le retard de cicatrisation, les infections opportunistes, les infections secondaires. Et in fine, quand on additionne la maladie initiale plus la dénutrition, on augmente la mortalité globale, qui est la conséquence ultime. Ce qui est de la nutrition entérale à domicile, c'est un des traitements de la dénutrition. Un traitement de suppléance nutritionnelle au long cours, qui est réalisé au sein de la vie sociale, familiale, et qui réduit les complications liées à l'hospitalisation. Et on sait que cette nutrition entérale améliore la qualité de vie. On est donc face à un cercle vicieux ou bien un cercle vertueux entre la maladie initiale, la dénutrition et le choix thérapeutique. Je vous propose donc dans l'accompagnement de nos patients une stratégie d'évaluation globale, d'une part, avec ces 7 points: évaluer la situation clinique globale du patient, évaluer les maladies associées, les traitements en cours, le niveau de dépendance au quotidien. Connaître également le contexte social, environnemental est très important. L'espérance de vie de la maladie initiale et de la maladie altérée par la dénutrition, et évaluer également l'estimation de la qualité de vie que le patient s'en fait lui-même liée à sa santé. Donc cercle vicieux et vertueux où le choix thérapeutique agit parce que d'une part, la nutrition entérale à domicile impacte le patient, impacte les aidants dans les dimensions physiques, sociales et psychologiques. Mais on s'accroche à ce que plusieurs études suggèrent que la nutrition entérale est associée à une amélioration globale de la santé des malades et de la santé psychique. Dans Clinical Nutrition en 2020, nous avons la publication des recommandations par l'ESPEN de la nutrition entérale à domicile, et je vous réfère à cet article comme support de ce webinaire. Les critères retenus à prendre en compte en dehors de l'hospitalisation pour un patient nourri à domicile en entéral est d'évaluer le pronostic, la qualité de vie, justement, et l'aspect éthique des traitements. Dans cette publication, vous disposez de 61 recommandations au sujet de la nutrition entérale à domicile, qui est un traitement depuis les années 70. Je ne vous présente pas là les 61 recommandations, mais j'en ai sélectionné quelques-unes qui nous raccrochent à l'idée que l'évaluation de la qualité de vie est au cœur du sujet. Dans la première recommandation, on redonne le sens de l'indication des objectifs du traitement de la nutrition entérale. Corriger les déficits, limiter la perte de poids, stopper la baisse de la qualité de vie. Dans la recommandation suivante, éloigner de l'hospitalisation les patients atteints de maladies chroniques. On voit bien là le sens du lien ville-hôpital et d'éloigner de l'écueil hospitalier le patient chronique nourri. Dans les recommandations de 3 à 6, il est signifié de considérer l'espérance de vie, les contre-indications, l'acceptation du patient, le choix de la sonde de nutrition, de la stomie de nutrition et de la technique de pause. Les recommandations 30 et 31 donnent de l'importance à évaluer la place de l'activité physique, l'environnement social, les habitudes pour les choix thérapeutiques. Et ce sont dans les recommandations 51 et 52 que spécifiquement la question de la qualité de vie est abordée. Et il est recommandé de mesurer périodiquement la qualité de vie pour évaluer l'effet d'un traitement. Alors, je l'ai dit plus haut, la nutrition entérale altère l'état physique et a des effets aussi sur l'état physique, social et psychologique. Le choix de la voie d'abord, le rythme de la nutrition, impacte le quotidien, impacte la qualité du sommeil. Il est donc recommandé, selon l'ESPEN, de mesurer à l'initiation du traitement et pendant le traitement la qualité de vie. Cependant, avec quel outil de mesure on évalue cette qualité de vie? Deux solutions sont possibles.
que je vous propose dans ce tableau plus synthétique. À gauche, vous avez les outils génériques, c'est-à-dire non spécifiques, des questionnaires généraux sur la qualité de vie, qui vont manquer de sensibilité pour refléter les problèmes des patients. C'est en faisant des sous-groupes qu'on va avoir des différences de qualité de vie et qu'on va caractériser des pathologies et le devenir des patients. À droite, avec des questionnaires plus spécifiques, élaborés à partir des symptômes des patients, des limites et des problèmes des patients dans leur vie quotidienne, l'évaluation est plus sensible au changement. On a donc des questionnaires généraux dans la bibliographie depuis 20 ans, plutôt le SF36, qui est un questionnaire général de qualité, mais les réponses vont être variables en fonction de la maladie sous-jacente, de l'âge, du sexe, si le patient est aidé ou pas à domicile. Et les facteurs de variation des interprétations des scores vont être en fonction du suivi post-hospitalier, de l'évaluation à long terme, de la disponibilité d'une équipe professionnelle et de l'évaluation par un soignant à domicile. On est donc plus ouvert à des questionnaires spécifiques et en effet, dans une publication précédente l'an passé avec mon équipe dans Nutrition clinique et métabolisme, on a pu illustrer l'intérêt de l'ECVOD qui avait déjà été travaillé à Nancy par Olivier Ziegler dans l'obésité bariatrique et qui montre qu'avec un questionnaire spécifique à la maladie, on est plus proche du symptôme du patient, plus sensible aux limites et aux problèmes liés au patient. Les recommandations 53, 55 et 60 soulignent tout l'intérêt et les bénéfices d'une équipe multiprofessionnelle auprès des patients. Et enfin, la recommandation 54, la place à laisser un écrit, une information écrite auprès des patients et des soignants. Donc je reviens à l'ESPEN. Quand cette évaluation de la qualité de vie est-elle recommandée? Avec un consensus d'experts fort dans la recommandation 51, la qualité de vie doit être mesurée à l'initiation de la mise en route de la nutrition entérale à domicile et régulièrement pendant le traitement pour évaluer l'impact du traitement. Et comment elle doit être évaluée? Elle doit être dépistée au moyen d'un outil évalué. Dans la recommandation 52 de l'ESPEN, l'outil est un questionnaire spécifique validé avec un consensus d'experts forts. Sur cette diapositive, pour votre culture, je vous remets d'autres questionnaires spécifiques propres à des pathologies, le cancer, les pathologies spécifiques de l'œsophage ou les pathologies neurologiques chroniques, avec le nom des questionnaires en regard. Et les questionnaires plus génériques, plus généraux, restent les SF36 et le SF12 pour sa forme courte. Tous ces questionnaires ont en commun finalement une évaluation dans différents axes de la vie du patient, mais tous se résument à deux scores. Un score composite physique, capacité fonctionnelle du patient, et un score mental d'évaluation psychique. Je laisse la parole à Anne. Voilà, j'espère que vous partagez mon écran. Oui, parfait. Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire bonjour à toutes et à tous et surtout à remercier donc, le laboratoire Nestlé qui m'a offert l'opportunité de travailler sur ce sujet qui me tenait à cœur et d'avoir pu le faire avec le docteur Bossu-Estour, que je remercie également pour sa collaboration. Alors moi, je vais vous parler de deux thèmes. Le premier, ce sera les éléments. Je vais vous présenter quelques éléments qui nous ont permis de dire que la qualité de vie en nutrition entérale à domicile, c'était une mission des diététiciens, en particulier en cancérologie, et que nous contribuons à cette prise en compte de la qualité de vie. Et puis, je vous présenterai les résultats de l'enquête que nous avons menée auprès des prestataires avec lesquels nous travaillons sur nos deux régions respectives. Tout d'abord, cette première diaporama, justement, qui nous permet de voir que la pathologie cancéreuse est fortement concernée par ce sujet de la qualité de vie, puisque dans cette étude de prévalence qui date des années 2012, mais déjà, on voyait que l'indication de la nutrition entérale à domicile concernait 55% des patients. Alors,
en oncologie, en cancérologie, pardon, la prise en charge nutritionnelle, les problèmes nutritionnels font partie de ce que l'on considère comme les soins de support. Et si on regarde les objectifs de ces soins de support tels qu'ils sont définis par l'AFSOS, l'Association francophone des soins oncologiques de support, ces objectifs se décrivent comme de diminuer les effets secondaires des traitements et les effets de la maladie et d'assurer une meilleure qualité de vie possible aux patients et leurs proches sur les plans physiques, psychologiques et sociaux, en prenant en compte la diversité de leurs besoins et ce, quel que soit leur lieu de soins, donc y compris au domicile. Donc on voit bien cette volonté de poursuivre la prise en compte de la qualité de vie jusqu'au domicile du patient. Alors, les soins de support ont été renforcés au-delà, donc dans la première définition de la diapo précédente qui datait de 2005. En 2015 est apparu le panier oncologique, qui est le résultat d'un rapport d'experts qui a travaillé sur les soins de support. Et ce panier oncologique de soins de support décrit ce que l'on appelle un socle de base dont fait partie la prise en charge diététique et nutritionnelle, au même titre que la prise en charge de la douleur, mais aussi de la prise en charge psychologique, de la prise en charge sociale, familiale et professionnelle. Et dans cette définition du panier oncologique, on définit aussi le fait que les soins de support doivent être initiés le plus souvent en milieu hospitalier et poursuivis en ville, et que cela nécessite une articulation entre la prise en charge à l'hôpital et au domicile, dans certaines conditions de mise en œuvre, en mettant l'accent en particulier sur la prise en charge précoce, mais aussi tout au long du parcours du patient et durant la phase d'après-cancer, en favorisant le développement de la communication, de l'information, de la formation et en ciblant les populations à risque et dans des situations particulières. Alors, les soins de support en oncologie font partie des plans cancer. Vous savez que les plans cancer, c'est une succession de plans gouvernementaux qui ont été débutés en 2003 sous la présidence du président Jacques Chirac. Ces plans cancer ont été renouvelés donc tous les 3 ans et en particulier dans le plan cancer 3 qui s'est allé de 2014 à 2019, il a été dit qu'il s'agissait de mettre en place des conditions pour passer d'un parcours de soins centré sur la prise en charge médicale du cancer à un parcours de santé qui prendrait en compte l'ensemble des besoins de la personne malade et de ses proches, et toujours sur le plan physique, psychologique et social. Et si on regarde plus finement la composition de ce plan cancer, et donc il s'articule en 17 objectifs et qui sont regroupés autour de 4 grandes priorités de santé, dont l'une était de préserver la continuité et la qualité de vie. Et plus finement, cette préservation de la continuité et de la qualité de vie passe par l'accès aux soins de support. Et dans la description, on retrouve toujours cette prise en compte des problèmes diététiques. Actuellement, nous sommes dans une stratégie décennale de lutte contre le cancer qui va se dérouler jusqu'en 2030. Là encore, on voit une articulation en différents axes prioritaires. Et l'axe 2, c'est limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie des patients, qui est décliné en plusieurs fiches d'action. Donc, j'en ai sélectionné 2 qui nous concernent particulièrement par rapport au sujet d'aujourd'hui. La première constitue donc le fait de garantir la qualité, l'accessibilité et l'évolutivité de l'offre de soins de support. Et la deuxième, de mettre en place un suivi personnalisé et gradué entre la ville et l'hôpital. Donc, on voit bien depuis les débuts des années 2000 le renforcement de cette volonté de prendre en compte la qualité de vie à travers les soins de support, donc à travers la nutrition, ce qui nous amène vraiment dans le contexte du sujet aujourd'hui. Alors maintenant, intéressons-nous à cette fameuse enquête que nous avons menée auprès des prestataires de services. Donc, nous leur avons proposé un questionnaire, soit par écrit, ou alors nous avons rencontré certains professionnels en entretien. Donc, je tiens à remercier tout particulièrement tous les diététiciens et diététiciennes qui ont participé à ce questionnaire et qui ont pris du temps pour répondre à nos questions. Donc, les questions, elles étaient au nombre de 3. La première, c'était « Utilisez-vous des questionnaires d'évaluation de la qualité de vie auprès de vos patients ?» et ou des questionnaires de satisfaction, parce qu'on avait quand même un peu le sentiment qu'il y avait peu de questionnaires de qualité de vie utilisés.
La deuxième question concernait, d'après leurs expériences, quels étaient pour eux les éléments dans la prise en charge qui pouvaient avoir un impact positif ou négatif sur la qualité de vie des patients. Et la dernière question concernait plutôt des leviers éventuels qui permettraient, dans nos pratiques ou organisations, d'améliorer cette qualité de vie des patients. Alors, les retours très positifs, puisque nous avons contacté 22 prestataires et nous avons eu 20 retours, donc ce qui montre clairement un intérêt pour le sujet. Aucun questionnaire qualité de vie utilisé comme on l'avait un peu pressenti, mais beaucoup de questionnaires de satisfaction, donc qui démontrent là encore une volonté d'amélioration des pratiques avec une démarche d'amélioration de la qualité continue sur les prises en charge. Alors, ces questionnaires de satisfaction, 16 prestataires sur 20 en réalisent, une fréquence d'environ 1 à 2 fois par an. Les critères évalués, ce sont plutôt des critères organisationnels et fonctionnels sur la qualité des informations, la qualité du matériel, des documents, la coordination des intervenants, la disponibilité, la réactivité face à une difficulté, tout l'aspect de gestion administrative, de suivi des traitements et de livraison. Néanmoins, des critères quand même qui vont impacter toutefois quand même sur la qualité de vie des patients. Et puis, au-delà de ces critères, on a aussi certains prestataires qui évoquent lors des entretiens diététiques de suivi un questionnement autour de la qualité de vie à travers différents thèmes comme l'état physique, psychologique. Certains évaluent l'autonomie en utilisant l'indice de Karnofsky, d'autres évaluent l'activité physique et vont jusqu'à proposer des activités à pas. De la même manière, l'état psychologique peut être évalué et proposer aussi un service par rapport à cette prise en charge psychologique. D'autres proposent des activités sociales. La deuxième question donc, concernait les points qui pouvaient avoir un effet positif ou négatif sur la qualité de vie. Concernant les impacts positifs, on a relevé en fait 3 niveaux où on met en évidence des impacts positifs. Il y a le temps de l'hospitalisation et de l'instauration de la nutrition entérale, le temps qui concerne, ou plutôt le lien entre l'hôpital et le prestataire, et puis le rôle propre des prestataires. Alors revenons au temps d'hospitalisation et d'instauration de la nutrition entérale. Donc, beaucoup de prestataires ont mis en exergue justement le fait que les prises en charge précoces de la dénutrition avec des anticipations de pose de sonde ou de jet prophylactique montraient un effet bénéfique en termes de tolérance et d'acceptation de la nutrition entérale, donc était vécu comme un aspect positif dans le vécu des patients en nutrition entérale à domicile. Le temps d'hospitalisation et d'instauration de la NE doit être suffisant pour pouvoir avoir le temps d'informer, d'éduquer le patient avant son retour à domicile. Certains insistent sur l'importance du vocabulaire qui va être utilisé pour décrire la nutrition à travers la sonde, à travers le fait de faire la nutrition entérale. On connaît tous les effets néfastes de certains vocabulaires comme le gavage, la nouille, qui peuvent avoir un impact très négatif, d'où l'importance de la formation des soignants à la nutrition artificielle. Et puis, quasi à l'unanimité, les prestataires nous ont transmis l'importance qu'avait la prescription en termes de protocole qui soit adapté aux habitudes de vie du patient, mais aussi au traitement des patients. Je pense en particulier, nous, en cancérologie, pour les patients qui font de la radiothérapie avec des allées et venues quotidiennes, des temps de transport qui peuvent être très longs et qui vont avoir un impact sur justement la disponibilité pour faire la nutrition entérale. Et puis d'autres insistent aussi sur la transmission rapide des ordonnances, en particulier pour les infirmières libérales qui parfois n'acceptent pas d'intervenir au domicile tant qu'elles n'ont pas l'ordonnance en main. Le deuxième niveau, concernant les impacts positifs, c'est le lien entre l'hôpital et le prestataire. Et là encore, une espèce d'unanimité en termes d'effets positifs sur de la qualité des transmissions entre l'hôpital et le prestataire. Bien sûr, la prescription, mais au-delà de la prescription, le fait d'avoir des transmissions sur le dossier du patient, sur ses traitements, sur son contexte social, vont avoir un effet bénéfique en termes de continuité de prise en charge et surtout de confiance du patient vis-à-vis de son prestataire, du professionnel du prestataire. La qualité des transmissions diététicien a également été mise en évidence.
Le fait d'avoir des interlocuteurs, des prescripteurs uniques en termes d'harmonisation des pratiques et de fluidité des transmissions ont également été mis en évidence. Certains évoquent aussi le bénéfice de staff pluridisciplinaire qui peut être mis en place pour les cas complexes ou en pédiatrie pour certains. D'autres aussi ont évoqué le fait de pouvoir rencontrer le patient pendant l'hospitalisation pour le prestataire avait un effet bénéfique justement dans cette cette connaissance qui se fait avant le retour à domicile. Ça peut avoir un effet bénéfique sur la confiance du patient. Autre chose concernant l'organisation en amont des reposes ou des changements de sonde, qui sont souvent des angoisses manifestées chez les patients. C'est le retour que nous avons avec cette inquiétude, mais si je perds ma sonde, comment ça va se passer, où je dois aller, que dois-je faire par rapport à la perte de sonde? Et de la même manière, un questionnement omniprésent chez les patients, c'est les modalités de reprise de l'alimentation orale et le fait de pouvoir anticiper en amont et d'expliquer en amont aux patients comment pourra s'envisager la reprise de l'alimentation orale est aussi un fait qui peut avoir un effet bénéfique sur la prise en charge et sa qualité de vie. Et puis, là encore, à l'unanimité, tout le monde a évoqué le fait d'avoir une réactivité, une disponibilité du prescripteur était très bénéfique par rapport à toutes les difficultés vécues au domicile, des besoins d'adaptation de protocole ou de renouvellement. Le dernier point qui concerne plus le rôle propre des prestataires, avec avoir une disponibilité des différentes gammes de produits de nutrition pour éviter les délais de livraison, la qualité du matériel, mais aussi la qualité de la formation des diététiciens, des prestataires au matériel utilisé, mais aussi de manière générale à la nutrition entérale, à la pathologie, au traitement des patients qui sont pris en charge. La disponibilité et la coordination, mais cette fois vis-à-vis des intervenants au domicile, en particulier les libéraux, mais ça peut être aussi d'autres intervenants, des orthophonistes, kinés, etc. Certains parlent aussi de l'importance bénéfique que peut avoir la formation par les prestataires de services des infirmières libérales sur la mise en œuvre de la nutrition entérale. Et puis, d'autres évoquent la proposition de prestation de soins de support, on l'a vu dans les questionnaires au départ, d'aide psychologique, d'APA, la mise à disposition de sacs à dos qui peuvent être utilisés pour des déplacements, d'organisation de vacances, etc. En regard de ces impacts positifs, il y a évidemment des impacts négatifs qui sont souvent en fait l'inverse des positifs, mais revenons sur les points les plus importants qui ont été mis en évidence dans le négatif. Ce sont les prises en charge de patients dénutris sévèrement qui rentrent à domicile avec des risques de SRI et des protocoles qui sont mis en place au domicile par le prestataire, avec toute la surveillance biologique, la surveillance clinique qui est nécessaire et qui est souvent une source d'angoisse, d'anxiété pour le prestataire, mais par conséquent aussi pour le patient. Les sorties précipitées, les patients qui n'ont pas du tout d'information et d'éducation à l'hôpital et qui rentrent à domicile sans aucune explication. Les sources d'inquiétude plus, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux pertes de sonde, ça c'est des choses qui nous ont été remontées de manière assez importante de divers prestataires. Les protocoles qui ne sont pas adaptés aux habitudes de vie ou au traitement, on l'a évoqué aussi par rapport à la radiothérapie par exemple. Les temps de passage qui peuvent être trop longs par rapport au débit, là encore, s'intéresser au temps de passage, réévaluer les débits. Parfois, on met au départ des débits assez lents pour un problème de tolérance, mais ne pas hésiter à évaluer après l'adaptation de ce débit, faire de la nutrition nocturne. La mauvaise image de la sonde nasogastrique par rapport à la GEP, aussi au niveau tolérance, des sondes qui sont parfois en place pour plus de 2 mois, qui ne correspondent pas du tout aux recommandations et toujours pas d'organisation de ce remplacement de sondes, des prestataires qui se disent mal formés ou mal informés sur les différentes pathologies, les différents traitements du patient et qui du coup ne savent pas répondre aux questions et aux inquiétudes du patient et ça crée une perte de confiance. Et puis, ces problèmes de réactivité face à des difficultés au domicile.
Donc, nous avions posé la question sur les éventuels leviers. Donc, nous en avons tiré des pistes d'amélioration, ou en tout cas mis en évidence que des organisations déjà en place pouvaient avoir réellement un effet bénéfique sur la qualité de vie des patients. Donc, l'éducation et l'information du patient avec des outils, des documents adaptés, surtout des programmes de TP, montrent avec évidence l'effet bénéfique sur la qualité de vie des patients. Certains proposent, ou en tout cas insistent sur le fait que de définir au préalable des objectifs nutritionnels avec le patient et les partager également avec le prestataire. En particulier, l'exemple qui était donné, c'est de pouvoir expliquer au patient à partir de quel volume d'alimentation orale, on va pouvoir par exemple supprimer une poche de nutrition, ou inversement, les patients chez qui on n'a encore pas instauré la nutrition entérale ou seulement une poche, leur expliquer à partir de quel moment on devra passer à 2 poches, 3 poches, enfin, expliquer l'objectif nutritionnel à atteindre en termes de calories. Les patients sont demandeurs de ce genre d'informations. Formaliser des parcours patients en nutrition entérale à domicile avec un parcours définissant une fréquence de consultation de suivi, en définissant aussi des modèles, des modalités et des délais de changement ou des retraits de sonde, parallèlement aux modalités de reprise de l'alimentation orale, bien évidemment quand c'est possible. A été mis aussi en évidence que la prescription de la nutrition entérale par des équipes transversales de nutrition clinique permettait d'avoir des prescripteurs formés en nutrition, mais aussi une expertise diététique, une harmonisation des pratiques et surtout une qualité des informations transmises importante, et que souvent d'ailleurs dans ce contexte d'équipe transversale, souvent étaient mis en place des chartes de qualité entre le prestataire et l'hôpital et qui montraient également tout le bénéfice pour le patient. De la même manière que la charte de qualité, le fait d'avoir des attendus de compte-rendu de suivi ou de proposer des modèles uniques de compte-rendu permet d'harmoniser les pratiques et surtout, encore une fois, d'apporter une fluidité dans la transmission des informations. Un autre point qui a été abordé, c'est la fréquence des suivis adaptés à la situation du patient, que ce soit le stade de la maladie, des traitements ou d'un événement particulier. On sait très bien que nous avons une législation en termes de nutrition entérale à domicile avec une surveillance à 14 jours, à 1 mois, puis 3 mois, tous les 3 mois. Mais c'est vrai que dans certaines situations, je reviens encore sur l'exemple, par exemple, de la radiothérapie, où en 6 semaines, on a un patient qui, au départ, peut-être mangeait encore tout à fait normalement, et sur 6 semaines, va se dégrader très rapidement, ne pourra plus manger. Si on attend 1 mois pour réévaluer, on va perdre trop de temps et le patient risque de se dénutrir. Et il y a des moments dans la prise en charge des patients où il faut savoir adapter cette fréquence des suivis. La disponibilité des équipes de nutrition est mise en évidence. Alors, ce qui est proposé et ce qui montre un bénéfice, c'est d'avoir des mails ou des lignes téléphoniques dédiées pour les prestataires. Certains aussi proposent d'avoir des formations ou des stages pour les diététiciens des prestataires pour mieux connaître le milieu hospitalier, avoir une meilleure connaissance des pathologies, des traitements des patients et surtout aussi maintenant de l'organisation des différents parcours de soins qui peuvent se mettre en place. On retrouve la proposition des staffs pluridisciplinaires. Et puis, certains évoquent le forfait de remboursement des infirmiers libéraux à domicile qui serait bon de réévaluer parce qu'actuellement, le passage est seulement envisagé pour deux passages par jour. Donc, du coup, on est plutôt des fois obligé d'adapter le protocole au passage de l'idéal plutôt aux habitudes de vie du patient ou de ses traitements. Je vais donc repasser la parole à Cécile Bossuet-Stour qui va maintenant vous présenter une échelle d'évaluation spécifique pour la qualité de vie des patients en nutrition entérale à domicile. Et puis donc je vous retrouverai à la fin pour une petite conclusion. À vous Cécile. J'en profite pour remercier. Pardon, je reprends mon micro. Le son est là? Oui, très bien. Merci beaucoup, Anne. J'en profite pour à nouveau remercier les prestataires à domicile qui ont vraiment généreusement rempli toutes ces réponses parce que vous voyez que l'enquête est exhaustive et qu'il y a une richesse de travail exceptionnelle à en tirer. En tout cas, nous, ça a alimenté énormément nos idées et des propositions.
Donc, à la lumière de cette enquête et puis à l'appui de la théorie de la première partie que je vous ai proposée, j'espère qu'on est tous convaincus de l'intérêt et de la place de développer une échelle d'évaluation de la qualité de vie. L'ESPEN, en tout cas, signifie bien cet intérêt dans les recommandations 51 et 52, d'évaluer de manière régulière et de manière initiale et de manière répétée cette qualité de vie avec un outil validé. Alors pourquoi? Dans un intérêt d'harmoniser nos pratiques à tous, les prescripteurs, et d'avoir un lien avec les prestataires à domicile pour à nouveau réévaluer la situation du patient. Dans l'intérêt de reconnaître la qualité de vie comme un critère à part entière de l'évaluation du soin, de l'évaluation clinique, psychique, physique d'un patient que l'on accompagne de manière chronique en général. Et aussi donc de mettre en place un outil de référence, qu'il soit reproductible, simple, compréhensible, rapide à réaliser, pour que toutes les équipes adhèrent à le mettre en place dès le J0, à l'initiation du traitement à l'hôpital, puis à domicile, puis à une fréquence régulière. Diapositive suivante. Donc, je révèle là ce questionnaire spécifique Nutricol, pour lequel des équipes espagnoles ont déjà bien travaillé depuis une dizaine d'années et qui aujourd'hui est reconnu comme le questionnaire spécifique à part entière qui évalue la qualité de vie et les facteurs qui l'influencent. Donc, je vous l'ai déjà dit, la nutrition entérale à domicile, c'est un traitement médical qui l'influence la qualité de vie. Ce questionnaire spécifique peut être rempli par le patient ou par le soignant ou par l'aidant à domicile. Les réponses vont aider aux décisions thérapeutiques, aux améliorations des soins, à l'adhésion aux soins et à l'amélioration globale de la qualité de vie in fine. Dans cette publication, dans Aspen 2021 de Zamanilo Campos, je vous rapporte là les résultats faits par le Nutricol auprès d'une enquête de patients atteints de cancer. Le score de Nutricol est plus faible dans la pathologie cancéreuse. Elle est plus faible si le patient est nourri en nutrition entérale par rapport à un traitement oral. Et il n'y a pas de différence si le questionnaire est rempli par le patient ou par le soignant. On voit une plus grosse différence de score de qualité de vie au début du traitement, surtout si c'est mis en place par une sonde ou une stomie par rapport à un traitement oral. Mais au fur et à mesure du temps, de l'évolution, on voit une amélioration du score. Et il est intéressant aussi de voir que le score de qualité de vie s'améliore en regard de l'interrogatoire sur la nutrition, mais continue à être altéré sur la maladie princeps dont je vous parlais tout au début de la présentation. Je vous renvoie également à l'écoute du e-poster des JFN de 2022 présenté par Stéphane Schneider à Toulouse. Et professeur Schneider présentait justement l'adaptation francophone et culturelle de ce questionnaire nutricole espagnol en mettant en place le protocole e-sport qui consiste à adapter en fonction de la culture et de la langue. On peut adapter le questionnaire aux différents pays. Depuis les JFN de Toulouse, c'est plusieurs pays d'Europe là, qui ont déjà calqué par rapport à leur culture et à leur langue ce questionnaire. Donc en pratique, le Nutricol que je vais vous présenter ensuite, il est intégré dans les évaluations initiales et il serait intégré dans les comptes rendus de suivi de chaque équipe. Donc c'est le questionnaire spécifique recommandé dans les SPEN. Il est validé, il est fiable et il est efficace. Il est indépendant de la pathologie associée initiale, de la voie d'administration du traitement et de la personne qui répond au questionnaire. Il a été initialement validé, je vous le disais, par une équipe espagnole, par une étude multicentrique incluant plus de 350 patients. Il mettait en expertise cette expérience avec le questionnaire depuis 2012 et la publication que je vous propose en haut à droite de la diapositive a été publiée en 2016. En pratique, le questionnaire est rapide. Il faut environ une dizaine de minutes pour poser 17 items et se pratique de manière courante. Donc, on retrouve bien là les deux dimensions d'évaluation du patient. Je vous le disais, la qualité de vie, c'est la vie physique, la vie psychique. Donc, on y retrouve les deux dimensions. Et on répond par deux composites. Une notion de fréquence. Est-ce que c'est jamais, parfois ou toujours? Ou bien en termes d'importance perçue par l'événement, pas important du tout, important ou très important.
Donc la diapo n'est pas bien lisible, mais c'est pour vous plus tard, pour revoir un peu de quoi est fait le Nutricol. Vous y voyez les 17 items et à chaque fois avec une formulation de la même notion, formulée de telle manière à répondre en fréquence ou en importance de l'événement. Sur la diapo suivante, on a aussi une échelle numérique où le patient va pouvoir tracer avec une ligne horizontale son ressenti de sa qualité de vie par rapport à sa santé actuelle pour pouvoir en suivre ensuite un paramètre d'évolution en fonction des adaptations des traitements et de tous les paramètres que Anne vous a présentés initialement qui peuvent être des grands facteurs de variation et sur lesquels nous, les prescripteurs, les soignants, les accompagnants, on peut à chaque fois interagir. Je vous remercie. Donc, en conclusion, au-delà effectivement de ce que l'on vient d'évoquer, le fait de devoir évaluer et de suivre la qualité de vie du patient domicile, de l'hôpital au domicile, à travers maintenant un outil standardisé et validé, il nous est apparu, grâce à l'enquête que nous avons menée auprès des prestataires, qu'on pouvait définir en quelque sorte des prérequis à la qualité de vie du patient en nutrition entérale à domicile. Et ces prérequis seraient bien, une équipe pluridisciplinaire de nutrition hospitalière dédiée, un parcours de soins en nutrition entérale coordonné, la définition d'objectifs partagés avec le patient à travers une éducation thérapeutique, la qualité et la réactivité de la communication et des transmissions hôpital-ville vers l'hôpital, et pour finir, l'importance d'une formation continue des professionnels, que ce soit les professionnels des prestataires de services, mais également des professionnels en milieu hospitalier. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous propose donc un temps d'échange pour répondre à vos éventuelles questions. Merci à tous. Alors, merci beaucoup, mesdames. Merci pour ces présentations d'une très grande qualité et ce travail très complet, cette analyse du sujet avec l'élaboration et l'analyse de cette enquête permettant effectivement de faire ressortir les différents points essentiels sur la prise en charge de ces patients en nutrition entérale à domicile et à quel point la qualité de vie est importante pour une bonne prise en charge et une bonne observance pour ces patients. Quelques questions qui commencent à arriver dans le chat qui concernent plus l'outil pour le moment. Donc, la première, comment faciliter l'utilisation de cet outil, le NutriQOL, dans le quotidien, d'après vous? Vous m'entendez? Oui. Ça y est. Ça y est, d'accord. J'allais dire que tout était à mettre en place. Donc, on voit bien qu'il y a 17 items, 2 composantes. On estime par expérience, surtout des équipes qui le pratiquent, une dizaine de minutes, donc il faut les trouver, ces dizaines de minutes. On est aussi conscient qu'avec, les évaluations nutritionnelles qui évaluent aujourd'hui, la force, la masse, on a des outils, qui agrémentent nos consultations, bah, il faut encore dégager un petit peu de temps supplémentaire pour cette échelle, on est bien conscience. Il n'y a pas à imaginer une forme courte, il y a 17 items, c'est le minimum, plus l'interrogatoire du patient sur l'échelle perçue par lui-même et ça, il faudra le répéter. Donc la mise en place, là encore, tout dépend de notre modèle de pratique, l'équipe multidisciplinaire, de votre établissement, où on peut tout à fait imaginer dans une coordination du soin, qui fait quoi. Et là, c'est tout l'intérêt de travailler ensemble. C'est accessible, je dirais, à nous tous d'une équipe d'UTN, de l'aide-soignante à l'infirmière ou de la diététicienne ou du médecin ou autre. De toute façon, c'est à chaque fois une évaluation qui sera faite à l'hôpital, en extra-hospitalier et vous avez vu qu'il peut être rempli, par le soignant, par l'aidant ou par le patient lui-même. Donc, chacun, à mon avis, pourra s'approprier cet outil. Merci beaucoup. Une question qui est comment établissez-vous le lien avec les intervenants de ville comme les infirmières libérales?
je peux peut-être répondre sur mon expérience. Nous, quand on rencontre le patient la première fois pour son éducation face à un retour à domicile avec de la nutrition entérale, on demande toujours, alors on lui fait choisir un prestataire de service, on fonctionne avec une charte de qualité auquel adhèrent les prestataires, et une fois qu'on a choisi le prestataire, on demande toujours au patient s'il a un infirmière libérale à domicile. Et s'il a un infirmier libéral à domicile, on va transmettre le nom de cette personne, de ce professionnel, au prestataire. Et c'est le prestataire qui va coordonner la prise en charge pluridisciplinaire entre eux, leur organisation et cet infirmier. Je ne sais pas si c'était ça la question exactement. A priori, ça a l'air de répondre. Pas de retour dans le chat. Alors, une question qui revient, effectivement, où trouver le questionnaire NutriQL en PDF? Donc, actuellement, il est disponible au sein des études, mais très prochainement, les délégués de l'équipe Nestlé Science pourront vous envoyer un lien pour que vous puissiez obtenir effectivement ce NutriQL en format PDF. Donc, une autre question sur comment traduit-on les résultats du questionnaire? C'est une traduction en termes de score sur 100, en fait. On calcule les points avec les critères de fréquence et d'importance que je vous ai évoqués tout à l'heure. D'accord. Merci. Et alors là, un invité mystère, car je n'ai pas le nom, mais plus une remarque peut-être un outil à faire publier, valider par la SFNCM pour une diffusion plus large et sur une forme unique. Après, l'intérêt, c'est de garder un outil assez universel. Vu qu'on a l'avantage d'une traduction du protocole e-sport pour être reproductible, on voit bien qu'on a le souci de la langue et de la culture, hein, comme on le dit au début dans l'évaluation de la qualité de vie, qui est propre à chaque population, j'allais dire. Mais il faut que les critères puissent être reproductibles dans les questions. Donc, il faudra rester fidèle à la source. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Au vu de l'enquête et de l'échange avec les différents prestataires sur vos territoires à toutes les deux, dans quelle mesure vous imaginez et à quelle fréquence l'évaluation de cette qualité de vie? Est-ce que pour vous, ce serait de manière mensuelle, trimestrielle, hein, ou est-ce que ce sont déjà des choses que vous imaginez protocolisées et intégrées dans les comptes rendus de suivi nutritionnel en systématique? Alors, moi, de mon point de vue, la première étape, c'est évidemment en hospitalier pour avoir voilà, la valeur de référence, le score de référence en quelque sorte. Et après, je dirais, c'est un peu comme le suivi adapté parce qu'il y a vraiment des périodes de prise en charge où les choses évoluent très rapidement. Donc, définir une fréquence, dire tous les mois ou tous les trimestres, peut-être qu'au début, il faudrait le faire peut-être les premiers mois, tous les mois, et puis après, quand la nutrition entérale perdure depuis plus d'une année, je pense que le faire peut-être 1 à 2 fois par an suffirait. Je pense que c'est difficile d'établir une fréquence. Là encore, je pense qu'il faut l'adapter en fonction du patient et du stade de sa maladie ou du stade de ses traitements. Donc, ça complexifie le truc, évidemment, parce que c'est difficile de définir un protocole, mais j'ai du mal à voir les choses autrement. Je ne sais pas ce qu'en pense Cécile. Je suis un peu influencée par la lecture bibliographique qui donnait comme fréquence, parce que l'ESPEN ne dit pas hein, la répétition régulière, mais d'autres articles plus récents de 2022 suggèrent à l'initiation à 2 mois. Et je pense qu'après, je suis tout à fait d'accord avec Anne, ça va être au cas par cas de la stabilité du traitement, de son évolution et de la maladie. Mais c'est Mais vrai peut-être que oui. Mais même à 2 mois, pour certains patients, alors je parle souvent de la radiothérapie parce que je suis tellement de patients qui font la radiothérapie des VADS et je vois une telle rapidité d'évolution
de la qualité de vie sur une très très courte période, que je me dis 2 mois, bah, les traitements ils sont finis. Oui. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que c'est à adapter. C'est vrai. Une question plus orientée pour les questions posées via les patients. Quelles sont les questions les plus fréquentes de vos patients justement concernant la qualité de vie? Sur les retours qui nous ont été faits par les prestataires, alors par rapport au questionnaire des prestataires? Ou nous directement? Je pense les deux, puisque ça n'est pas précisé dans la question. Alors, chez les prestataires, hein, je l'ai un peu évoqué dans le questionnaire, ils s'intéressent quand même souvent beaucoup à l'autonomie et à la qualité de vie à travers les activités culturelles ou sociales, le fait que le patient puisse continuer à sortir, à pouvoir faire des choses, ne pas être, comment dirais-je, limité dans ses déplacements ou dans ses activités à cause du temps de passage de la nutrition entérale. Ça, c'est quelque chose qui est quand même recherché par tous les prestataires au domicile, même si ce n'est pas dans un questionnaire formalisé. C'est quelque chose d'important. L'activité physique. Certains s'intéressent quand même aussi à l'évaluation psychologique. Alors là encore, ce n'est pas forcément avec des outils, mais on le lit bien hein, dans les comptes rendus. On a des remarques sur la manière dont se sent le patient par rapport à son moral, par rapport à son stress, par rapport au stade de la maladie. Donc, il y a quand même un questionnement toujours qui est fait fréquemment par les prestataires par rapport à cet état psychologique du patient. Nous, à l'hôpital, ça fait partie, oui, de notre entretien global, mais c'est vrai qu'on a déjà, comme le disait Cécile, un tel volume de critères nutritionnels à évaluer qu'on ne va pas non plus, on s'intéresse à l'environnement social, à l'entourage, aux aidants, mais on n'approfondit pas forcément plus sur l'évaluation d'autres critères psychologiques, déjà parce qu'on n'est pas non plus formé pour ça. Hein. Pour accompagner la réponse, c'est le premier mot du titre du webinaire, la notion de confort. Et je pense qu'un patient peut être aussi inquiet de son confort digestif, du confort technique, du confort des matériaux visuels au visage et de la charge en fait de l'équipement au quotidien. On a aussi régulièrement la description des éructations, des odeurs liées à la nutrition entérale. Enfin, globalement, le terme confort, je trouve qu'il est très très bien choisi dans ce titre aussi pour considérer à quel point le traitement est quelque chose qui adoucit le quotidien ou au contraire qui va venir encore l'agresser en plus de tout ce que subit le patient en termes de traitement lourd. Et ça s'ajoute justement à la dimension psychique, mais on sait qu'on n'est pas assez équipé malheureusement en évaluation psychologique et en soutien de thérapeutes de la dimension psychique. Merci beaucoup. Une question plutôt pratique. Les 10 minutes de réalisation de l'évaluation avec le questionnaire NutriQL tiennent-elles compte de la traduction en score sur 100 ou est-ce seulement pour répondre aux questions? On va essayer. On n'a pas testé. Ouais. Pour le coup, sur l'équipe espagnole qui est la première, moi je peux vous répondre que les 10 minutes a priori correspondaient au remplissage du questionnaire par le patient ou son aidant. L'info que j'avais de mon côté. Alors, j'ai une autre question. Ah oui, alors ça, je pense que ça doit être une question posée par une équipe qui est en lien avec des centres où peut-être il n'y a pas effectivement d'évaluation de la qualité de vie non plus. Que faire si le score est faible ou fort? Que fait-on des résultats? Bah,
par rapport aux résultats, c'est justement essayer de faire le lien avec les autres critères de prise en charge au niveau des critères nutritionnels, au niveau du passage des poches. Est-ce qu'il y a justement des choses qui ne sont pas adaptées aux patients et qui impactent? Ça, c'est justement la connaissance du patient. Le prestataire, enfin le diététicien, le professionnel va pouvoir faire des liens, je pense, entre les résultats et le vécu du patient. Moi, je vous propose que, en fait, ce questionnaire est une base avec un score et que les pistes d'amélioration qu'on a listées tout à l'heure, hein, qui sont nombreuses à travers l'enquête, quand on additionne du coup les questions du Nutricol plus l'enquête avec des voies d'amélioration, c'est l'occasion de bâtir un véritable programme d'accompagnement qui pourrait être une trame pour vos équipes de suivi et puis une trame aussi de transmissibilité d'informations avec vos prestataires. Et quand on évoquait aussi dans les voies d'amélioration un modèle type de compte rendu, on peut très bien du coup en extraire le chapitre qui va concerner le matériel, le chapitre prescrit, le chapitre de la voie du traitement oral, le chapitre psychique, le chapitre fonctionnel. En fait, je pense qu'on peut tout à fait catégoriser des sous-parties où chacun a ses voies d'appropriation de l'amélioration. Donc, si je résume, il y a ce qui relèvera du prescripteur, en l'occurrence nous les médecins, ce qui relèvera de l'accompagnement oral avec nos diététiciens, et puis ce qui relèvera également du soin à domicile, du soin courant par les infirmières de ville, et puis ce qui relève aussi du choix de nos collègues de spécialité, les cancérologues, les radiothérapeutes, les chirurgiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux aussi comme choix thérapeutique, adhérer ou pas, auquel je veux dire le patient adhère ou pas. Donc en fait, on est tous nombreux à être concernés par des voies d'amélioration. Donc à mon avis, moi je suggérais un autre outil qui découle après de celui-ci pour nous assurer qu'on n'omette pas des voies d'exploration et des voies d'action. Merci beaucoup. Une autre question vis-à-vis de la transmission des informations aux prestataires sur la pathologie du patient. Y a-t-il des réserves réglementaires? Est-ce que l'accord du patient est à demander systématiquement? Est-ce que le secret médical de principe s'applique? Je reviens encore sur les recommandations de l'ESPEN qui énoncent très clairement des dimensions éthiques et des dimensions d'adhésion. On ne demande pas une signature, une adhésion légale, ça c'est pas ça. Mais par contre, une adhésion aux soins, une bonne compréhension et un choix d'acceptation. Merci beaucoup. Et donc, une dernière question. La LPP demande d'informer le prescripteur de l'évolution de la pathologie dans le cadre d'une NED. Alors, c'est peut-être plus une remarque qu'une question. Je ne sais pas. Tu en penses quoi, Anne? Ben, je ne comprends pas la question en fait. En fait, ça voudrait dire de stipuler sur l'ordonnance, au même titre qu'à un moment donné, on évoquait de mettre l'IMC du patient. On n'a jamais mis la pathologie princeps ou la maladie dénutrition autrement que par l'IMC dans les ordonnances. Je ne sais pas. Je pense soit si vous pouvez préciser votre question. Sinon, si c'était juste un commentaire, effectivement, dans le texte de loi, je suppose, où c'est déjà précisé que le prestataire doit informer le prescripteur de l'évolution de la pathologie dans le suivi de cette nutrition entérale. Ah, pour le prestataire. Ah oui, Oui. D'accord, oui. Ok. Non, pas de commentaire additionnel. Très bien. Donc, écoutez, merci beaucoup également pour ce temps d'échange. Il est 14 heures, donc nous allons clore cette session. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup à nos deux oratrices
d'avoir traité ce sujet effectivement du confort et de la qualité de vie des patients en nutrition entérale à domicile. Je retiens le mot mission, qui est effectivement une mission de l'ensemble des intervenants du patient autour du patient en nutrition entérale à domicile, que ce soit depuis l'intérieur des établissements de santé jusqu'à domicile par l'intermédiaire des prestataires de santé et des diététiciens de prestataires de santé. Une mission de meilleure prise en charge, toujours d'améliorer les pratiques au quotidien pour que ces patients puissent avoir une qualité de vie améliorée en fonction des différentes pathologies et qui permettent d'améliorer le quotidien pour eux. Donc, merci à tous. Merci encore, mesdames. Et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Cette session a donc été enregistrée comme annoncé en préambule et d'ici quelques semaines, par l'intermédiaire des délégués Nestlé Science, vous pourrez avoir accès au replay. Merci beaucoup à tous. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir.